Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation. Merci d'être avec nous cette semaine. Les Dérangeants, c'est quoi? Vous nous connaissez, on est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec, présenté par le Fonds de solidarité FTQ, Kera Capital, Blue Age Chef, le quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme. Et nouveauté cette année, on a aussi Hello Darwin qui nous supporte pour la nouvelle saison. Je suis accompagné de mon acolyte Elisabeth Abatiello des Pizzas Salvatore, groupe Abatiello. Salut Elisabeth! Allô Étienne, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, merci, je suis super excitée pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est ton premier, ton baptême. C'est mon premier, ouais. Écoute, donc merci de te joindre encore une fois. Moi, je suis vraiment excité de faire ce sujet-là avec toi. On va parler de AI aujourd'hui. On a notre expert David Proulx qui va nous emmener sur les modèles frontières. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un modèle frontière versus un modèle natif propre à l'entreprise? Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je veux prendre de tes nouvelles, Elisabeth. Comment ça va? What's up in your life? What's up, ça va très très vite, mais on a beaucoup de fun. Donc, on a ouvert notre 100e restaurant dernièrement, Pizza Salvatore. On est en grande croissance et on regarde pour acheter d'autres chaînes de restauration pour nous aider à atteindre notre prochain objectif qui est d'avoir 500 restaurants d'ici décembre 2029. Je le dis, puis j'étais un peu gênée de tout ça, ou, tu sais, c'est un gros défi pour nous, là, de partir on est rendu à 100 quelques restaurants, mais en 5 ans, en avoir 4 fois plus, c'est un gros défi, mais là, on a une chaîne de Montréal, très bien établie dans la mire, on est rendu en due diligence, donc ça s'annonce très bien, ça serait une prise de possession quand même assez rapide, donc on est super excités pour ça, on espère vraiment que ça va aller de l'avant, que les représentations faites étaient toutes parfaites, donc on est super excités. Ben moi, depuis que je te connais, depuis que je t'ai rencontré, en fait, je te suis et j'ai de la misère à suivre le fil tellement que vous êtes hyper actifs comme groupe. Mais je me dis, déjà, des fois, un entrepreneur réussit à doubler à chaque année. Quand vous êtes 5 entrepreneurs, vous êtes capable de faire 5 fois en 5 ans facilement, là. Écoute, on va toucher du bois, on va se le souhaiter. Paraît que les 100 premiers restaurants, c'est le plus difficile que des géants du monde de la restauration nous ont dit. Donc, c'est beaucoup de gestion puis d'apprentissage au travers de ça pour notre famille, mais aussi pour toute l'équipe qui nous entoure. Mais chose certaine, on a vraiment du plaisir, on est extrêmement motivés, puis il y a quelque chose qui nous aide, puis c'est quelque chose qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je suis super excitée d'en parler parce que c'est quelque chose en quoi je crois dur comme fer, donc je suis vraiment excitée. Ben écoute, moi je vais rebondir sur ce que tu dis parce que je vis un peu la même situation que toi dans mon quotidien. Je suis un peu en changement de focus entrepreneurial. Tu sais, comme entrepreneur, on n'aime pas ça, s'asseoir sur nos lauriers. Puis quand un projet est déjà trop mature, finalement, ça devient plate. Moi, j'ai trouvé mon sweet spot. Je suis comme bon dans le 0,7 millions de chiffre d'affaires. Tu sais, mettons, en bas de 20 employés, je suis excellent. Passé ça, je pogne mon Waterloo. Je suis plus assez bon quand je suis pas capable de connaître mes employés personnellement. Est-ce qu'on peut dire que je suis trop micromanager, que je suis control freak? Je sais pas, mais j'aime ça avoir les deux mains dedans. Puis être vraiment chef d'orchestre au-dessus de 500 employés, je perds vraiment mes repères. Et là, je suis en train d'analyser un dossier d'acquisition aussi pour une plus petite entreprise, donc 12-13 employés. Puis une transaction environ de 3 millions, mais vraiment qui m'excite au plus haut point. Je vais en reparler durant la saison plus tard, donc je ne peux pas dire, c'est encore en due mais c'est le fun, ça, quand tu as quelque chose qui t'anime, puis que exact. C'est vraiment super, Parce que quand j'ai vendu Biogénique, on était rendu plus de 60 dans la compagnie immobilière que j'ai parti. C'est ça, on est rendu plus de 20, 25 même. Donc, c'est rendu vraiment des mastodontes, plus des gros paquebots. Puis je suis comme, OK, what's next? Prochain projet. Fait que je vais en reparler, mais
Moi, c'est dans la volée du reprenariat au Québec, donc j'invite vraiment les auditeurs à regarder des plateformes. Il y a des belles business à vendre, des baby Vraiment. boomers qui Ouais. recherchent la relève. Puis c'est tout ça un peu de votre côté, dans le groupe Abatiello, quand vous regardez une chaîne de restaurants, est-ce que vous allez vers justement des modèles où est-ce que il manque de souffle un peu, là? Oui, si je peux dire, nous, dans le fond, on a fait en restauration, si je peux dire, on a eu la chance vraiment de grandir dans une famille. Notre père était en affaires toute sa vie avec la restauration. Il avait aussi, au fil du temps, acquis quelques immeubles commerciaux pour y loger des restaurants. Donc, on a vraiment eu l'opportunité de pouvoir racheter la chaîne de restaurants. On n'a pas eu de cadeau. On a payé le même prix que Pizza Hut offrait à notre père. On a racheté les immeubles commerciaux à un prix que Desjardins nous disait que c'était trop cher. Donc, tu sais, on a vraiment, on n'a pas eu de cadeau, mais on a eu une opportunité vraiment en or. Puis on est très reconnaissant d'avoir pu grandir dans une famille comme ça et que notre père ait pensé à nous comme repreneurs, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales, que soit qui n'ont pas de repreneur ou que la génération, le cédant est pas très à l'aise avec les repreneurs familiaux. Donc, tu sais, nous, ça s'est super bien passé. On est super reconnaissants pour ça. Quand on a fait notre première acquisition à l'externe, on a acheté en janvier 2024 une chaîne de restauration rapide de pâtes qui est surtout présente dans la région de Québec, là, qui se nomme Topla. Et c'était la première fois, c'est ça qu'on achetait à l'externe, si je peux dire. Puis c'était une chaîne qui était pas nécessairement à vendre, qui était détenue par une autre entreprise familiale de Québec, qui a une immense entreprise dans le transport pétrolier, tout ça. Le groupe F Dufresne, c'est immense. Ils sont propriétaires de plus des centaines de dépanneurs dans l'Est du Canada. C'est immense. Donc, pour eux, Topla, c'était un projet universitaire d'un des jeunes de la 3e génération qui avait fait ça, parti à un restaurant, puis bon, tu sais, c'est quand même rendu à 8, mais on s'entend, c'était minime face à le mastodonte qu'il gère à chaque jour. Donc, c'est sûr que dans les dernières années, ils mettaient moins d'amour, mais c'est quelque chose pour eux qui était très important. Donc, c'est une famille qu'on connaissait, fait des discussions, l'acquisition s'est faite comme ça. Et c'est pas nécessairement des chaînes comme là, qu'est-ce qu'on regarde pour acheter. C'est une chaîne en super santé financière qui est définitivement pas à vendre, mais nous, c'est ce qui nous allume de voir, OK, en ce moment, c'est comme ça. Ils mettent aucune pub, ils génèrent autant de revenus. Les opérations, tu sais, sont bonnes, sont correctes. On voit le potentiel, puis surtout, on voit le potentiel de croissance, d'acheter un concept déjà existant, de le peaufiner, d'améliorer les coûts d'opération pour que ça soit intéressant pour des franchisés, et ensuite de ça, d'exploser la chaîne parce qu'on a toute déjà la machine pour faire une hyper croissance avec une entreprise. Donc, nous, ce qui nous allume, c'est vraiment le potentiel de croissance. Ouais, c'est ça. Écoute, j'adore ça. Puis une chose que je doute pas que ce soit Topla ou ton père, c'est qu'ils ont probablement pas eu l'énergie de mettre l'intelligence artificielle ou les algorithmes dans la business de restauration. Donc, c'est quelque chose qu'on aborde à l'instant avec notre expert David Proulx de Bullseye AI. On écoute ça à l'instant. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme, un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur, visitez qgda.ca. Pour notre premier épisode sur le sujet des technologies et du AI, on a avec nous notre expert dérangeant David Proulx de Bullseye AI. Salut David. Salut Étienne. Merci beaucoup de te joindre. Je te lance la question. Pourquoi avoir accepté d'être un expert qui dérange au podcast? Ben parce que beaucoup de gens considèrent que je suis un expert chiant. Fait que je me suis dit, si je peux me faire dire expert dérangeant, c'est plus poli, ça passe mieux. Donc, je voulais le titre. C'est une lettre de noblesse. Écoute, tu es un entrepreneur depuis l'âge de 18 ans, en fait, la semaine de tes 18 ans. Puis, tu as toujours été à ton compte. Maintenant, fast forward 25 ans plus tard. Pourquoi avoir choisi le parcours de l'entrepreneuriat de ton côté? Ben, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une maladie mentale. C'est une condition que tu as. Tu es comme obligé de bâtir. C'est en dedans de toi. Donc, je suis pas capable de m'imaginer faire quoi que ce soit d'autre. Puis, tu vois, j'ai commencé à ramasser mon argent pour partir à mon compte à 16 ans. Je mettais 50 $ de côté à chaque semaine. Puis, la semaine de mes 18 ans, j'étais au palais de justice m'immatriculer parce que je voulais pas la signature de mon père. Puis, je partais à mon compte. Parce que je voyais bien que à 6,50 $ à être gérant dans un mini-pot à Granby, c'était impossible pour moi de sortir des HEC sans aucune dette. Donc, je m'étais dit comment je peux faire plus d'argent, c'était plus d'Internet. Ouais, totalement. Mais c'est le désir de bâtir. C'est vraiment... Tu sais, la liberté financière, c'est quelque chose, là. C'est accessoire tant qu'à moi. C'est vraiment comme le désir de bâtir, que tu as quelque chose dans la tête que tu imagines. Puis
tu dors moyennement bien jusqu'à temps que tu l'as bâti. Ben, c'est très bien dit. Puis moi, j'aime dire, en fait, que tu deviens pas entrepreneur dans la vie si t'aimes pas ça, régler des problèmes. Puis, en fait, j'ai envie, pour notre premier épisode aujourd'hui, de te lancer sur un sujet un peu litigieux, un peu irrévérencieux, telle est la source des dérangeants. En fait, on va parler ensemble beaucoup de technologie, de AI et comment aider les entrepreneurs québécois à vraiment faire l'adoption de ce virage-là qui est sur les lèvres depuis maintenant près de 10 ans. Mais on voit au Québec et à Montréal, en fait, beaucoup de subventions. On a énormément d'entreprises et de programmes qui nous permettent d'avoir accès à de l'argent pour bâtir des algorithmes et bâtir des modèles AI, que ça soit en santé, que ça soit en manufacturier, que ça soit en retail. Il y a cette course-là à adopter le AI. Historiquement, Montréal et le Québec n'ont pas laissé sa place. On a des experts comme Yoshua Bengio qui ont été à la base, à l'innovation de l'entraînement machine, des réseaux neuronaux qu'on va appeler. Tu pourras nous expliquer plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Mais ultimement, la vraie question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, avec des OpenAI, avec des Gemini, avec des Google, qui mettent des milliards et des milliards en investissement, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut gagner la course et qu'on peut avoir une start-up ou une PME québécoise qui a son algorithme qui réussit à la chaîne internationale? Est-ce que c'est le bon modèle d'affaires? Et donc, je te lance la question, David. Devrait-on utiliser nos propres modèles maison ou est-ce qu'on devrait plutôt adopter les OpenAI, les Google de ce monde? Ben, dis-moi, c'est quand la dernière fois que le gouvernement a mis massivement de l'argent dans quelque chose puis que la business a marché? Tu sais, je veux dire, pense... Non, mais tu sais, pour vrai, pense à la cimenterie qu'on a mis de l'argent, une affaire terrible que les Desmarais sont derrière ça. Tu sais, pense à, je sais pas, une usine de batterie, Nordvolt, tu sais, ça va être clairement le DeLorean du Québec, puis n'importe qui dit le contraire, tu sais, vit dans un monde de calinours. Tu sais, Bois le c'est pas Kool-Aid, la comme on job du dit, gouvernement là. de financer ça. Puis le truc, c'est que, ben, c'est ça. Puis tu sais, au Québec, puis on est brillant, le Canada aussi, on est brillant. Puis tu sais, les Transformers, le T de ChatGPT, ça a été inventé à Toronto. Le reinforcement learning, ça a été inventé à Montréal. On a des bons chercheurs. Cependant, le big brain des Transformers, il a été recruté par les Américains. À la tête de l'AI, une des personnes à la tête de l'AI reconnue internationalement. Écoute, j'étais dans la stade des Sharks pour le GTC de NVIDIA. On était 20 000 nerds à applaudir, puis sur le gros, les gros écrans, tu avais une Québécoise qui était là, de McGill, une francophone, qui est à la tête de l'AI chez Meta. Donc, on a des brains incroyables. L'affaire, c'est qu'on n'est pas capable de les monétiser. Puis là, ce biais-là de reinforcement learning, d'avoir nos propres modèles, on a eu comme des grands cerveaux qui ont eu un paquet d'excellents élèves. Puis là, ces élèves-là, ben, on les prend pour faire des modèles maison. Mais tu sais, pense à ton légal. T'as-tu déjà pensé avoir un PhD en droit pour faire tes contrats? T'as-tu déjà pensé avoir un PhD en comptabilité pour faire tes états financiers ou ta vérification? Tu sais, jamais. Fait que pourquoi tu voudrais un PhD pour faire ton machine learning si tu as besoin de machine learning? Puis c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a une immense différence entre le machine learning puis l'AI, l'AI, c'est un grand terme qui est un peu fourre-tout. Puis, il y en a, mais rares sont les entreprises qui ont besoin de machine learning. Donc là, ce qui arrive, ce qu'on fait en ce moment, avec tes impôts puis mes impôts, c'est qu'on va prendre de cet argent-là pour qu'une grande entreprise mette à peu près 900 000, dont 100 000 à peu près de compute power, souvent moins, pour faire un modèle sur son data. Puis là, on s'attend à ce que ce soit meilleur que le 63 millions de dollars qui a été utilisé exclusivement en compute power pour faire GPT-4. Fait que tu sais, c'est comme, il n'y a pas de commune mesure. Ce serait comme de dire, ben, mon vélo fait à Montréal est supérieur à une Ferrari faite en Italie parce que mon vélo, il est fait à Montréal. Mais là, je Puis t'écoute on s'entend, parler. il y a vraiment des cas où le machine learning est pertinent là, en passant. Là. Ben, exact. Puis je t'écoute parler. Il y a un petit côté
peut-être défaitiste à ça, de dire ils ont déjà gagné, on ne peut pas compétitionner contre les grands moyens américains, on devrait juste laisser la place et nous adopter leur modèle. Est-ce que il y a un secteur d'activité ou est-ce qu'il y a une stratégie, dans le fond, que ça fait du sens d'adopter le machine learning pour les entreprises québécoises? Mais attends, juste faire un step back avant de parler de machine learning. Il n'y a rien de défaitiste là-dedans. C'est que l'AI, puis les transformers, puis les modèles qu'on a en ce moment, faut juste que tu vois ça comme une nouvelle sorte d'énergie. C'est qu'on transforme l'énergie électrique en énergie cognitive. Ensuite, il y a plein de belles business qui peuvent être bâtis en utilisant cette énergie cognitive-là. C'est un peu comme quand il y a eu l'invention des moteurs électriques. Ben, tu sais, moi, j'ai un moteur électrique dans ma brosse à dents. Tu sais, tu peux avoir un moteur électrique dans ton auto. J'ai des moteurs électriques pour ma fan de cuisine. On a des moteurs électriques partout. Donc, il y a plein d'opportunités de business. C'est comme, tu sais, l'énergie nucléaire. C'est clairement les Américains qui ont gagné la course au nucléaire. Mais tu as des entreprises comme Velan qui faisaient les robinets pour les sous-marins nucléaires et tout. Puis ça fait une super de belle entreprise québécoise qui avait une super de belle opportunité là-dessus. Puis l'affaire, c'est que les gens, ils confondent un ingénieur en machine learning versus un ingénieur en intégration des outils AI. Puis la différence est là. C'est extrêmement bien expliqué. Donc, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que d'adopter un modèle de OpenAI ne veut pas dire de devenir dépendant à OpenAI. Ça veut juste dire, en fait, qu'on prend une technologie qui est déjà optimisée, puis on bâtit dessus avec nos propres actifs, avec nos propres besoins. OK, je vais reprendre mon exemple d'énergie, OK? Puis j'aime tes questions, ça me permet de créer des nouvelles images, une nouvelle parabole pour expliquer ça, OK? Donc, j'ai un nouveau four là, au propane. Puis avant, il était au gaz naturel. Je l'ai converti tout simplement. Puis là, il y a des gens qui disent, oh non, peut-être pas au réchauffement de la planète, là, je m'excuse, je vais planter des arbres. Mais l'idée, c'est que c'est juste un changement d'énergie. Donc, tu bâtis tes process, tu bâtis tes agents, puis l'énergie que tu mets dedans, ben, c'est l'énergie OpenAI. Puis là, tu vois que Sam Altman, il a transformé son œuvre de charité en business à 120 milliards sur laquelle le public peut pas investir à travers la bourse, mais uniquement les initiés à l'interne. Puis il a carrément enlevé la clause d'atteinte de l'AGI, puis c'est comme si tu nous cibles. En tout cas, fait que si t'es contre ça, ben tu déplugues OpenAI, tu plugues Anthropic, puis that's it, là. Puis tu Mais roules. je vais Donc, juste rebondir sur cet exemple-là que tu as utilisé. D'utiliser un four au propane ou au gaz naturel, ça t'empêche pas d'être chef cuisinier puis d'avoir ton propre resto. C'est pas parce que tu utilises la technologie de GE ou de n'importe quel exactement. fabricant de four. Tu peux avoir ta propre sauce et ta propre recette, même si tu utilises la technologie de quelqu'un d'autre. Puis, je serais curieux de t'emmener justement sur, tu m'as parlé d'alternatives à OpenAI, Anthropic, entre autres. Selon toi, est-ce que on parle toujours de ChatGPT comme étant un peu celui qui a gagné la course? Es-tu capable de nous faire un petit topo de, en fait, qui est dans la course encore? Et si on n'a plus envie d'être connecté à OpenAI dans nos entreprises, quelles sont les autres alternatives qui s'offrent à nous? Ben, tu sais, si t'as pas envie d'être connecté avec OpenAI, outre que pour des raisons philosophiques, si c'est pour des raisons techniques, ou tu dis confidentialité de l'information, c'est que t'es mal conseillé. Parce que tout ce qui est confidentialité de l'information, c'est réglé depuis le 31 janvier 2024. Dans les Terms of Services, c'est écrit noir sur blanc qu'ils vont pas prendre ton data pour entraîner leur modèle, puis tu peux effacer ton data. Merci à nos amis européens avec GDPR, puis toute la pression qu'ils ont mis sur OpenAI. Donc ça doit être dit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand GPT-4 est sorti en mars 2023, il y avait un IQ, puis là, les gens très techniques vont dire t'as pas le droit de tester un AI avec un IQ, c'est pas un vrai test, blablabla. Mais regarde, on fait un podcast, là, on coupe les coins ronds. Tu fais faire un test d'IQ à GPT-4 quand il vient de sortir. Non, mais on a 15 minutes, on n'a pas 3 heures. Son IQ était de 86. Fast forward mars 2024, le meilleur modèle, c'est Claude par Anthropic à 100. À 100, 101. Faut pas oublier que le IQ moyen,
il est à 100. Bon, tu vas me dire, quand on regarde pour qui on vote, ça a l'air plus bas que ça, là, mais là, ça, c'est un autre sujet. Puis, GPT-O1, donc le modèle qui est sorti il y a quelques semaines, ce qui a buzzé le plus, c'est qu'il serait à 120. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Je sais pas. Mais c'est que si tu as un modèle qui est à 120, tu as un modèle qui est déjà pas mal plus intelligent que la moyenne. Puis juste si tu prends le dernier Llama qui vient de sortir, donc fait par Meta / Facebook, que tu es capable de rouler de façon autonome, toi-même, open source, tu sais, tu es quand même un IQ, tu sais, qui est déjà comme pas mal proche de la moyenne, tu sais, du citoyen normal. Donc, tu sais, juste avec qu'est-ce qu'on a là en ce moment, la capacité d'augmentation de la productivité de nos entreprises est énorme. Parce que même si tu as quelqu'un qui est à 130 de QI, c'est pas 100% de ses tâches qui requièrent 130 de QI. Donc, tu sais, il y a plein de tâches. Moi, je délègue énormément de tâches à mes agents, puis je me fie sur eux parce que je sais qu'ils sont capables de faire la tâche. Puis, donc, je vois déjà 1 million de capsules qu'on pourrait... Non, j'exagère un peu. Il y a facilement une quinzaine de capsules qu'on pourrait faire cette saison-ci ensemble juste sur l'implantation des outils AI dans les entreprises, puis des exemples de succès et comment s'y prendre. Moi, à titre d'exemple, j'utilise Zapier pour des automatisations. Puis, ça change complètement mon sourcing d'articles, de données, de réponses aux courriels automatiques. J'utilise Fireflies pour prendre des notes dans mes meetings, puis mon Dieu, ça m'a économisé une adjointe. Tu dirais, toi, dans le fond, le changement numéro 1 que tu as vécu dans ton quotidien depuis les 5 dernières années, grâce au AI, il est où? Écoute, ben moi j'ai... on va passer vite sur ce point-là, là, mais moi j'ai fait une immense commotion cérébrale il y a 1 an. Okay? Genre, il a fallu m'emmener à l'hôpital, les médecins avaient peur pour ma vie, c'était pas drôle, là. Puis, j'avais vraiment pas une grande capacité de concentration et de jongler avec beaucoup d'idées en même temps. Si je jonglais avec beaucoup d'idées en même temps, ma tête commençait à tourner comme si j'étais sous, là. C'était pas drôle. Puis, moi, je te dirais d'utiliser des transcripts de rencontres et d'utiliser l'AI pour faire du RAG sur ces transcripts-là. Ça a eu une immense capacité sur ma charge mentale. Ça a vraiment alleviate, ça a vraiment réduit ma charge mentale pour me souvenir des éléments. Puis j'étais super chanceux parce que dans ce temps-là, les fenêtres de contexte, donc le nombre de tokens, on pourrait dire le nombre de mots, tu sais, il était à 16 000 tokens dans le temps, ça faisait genre à peu près 8 000 mots. Puis là, ça venait de passer à 50 000 ou à 100 000. Puis ensuite, t'as Claude qui l'a mis à 200 000. Puis là, j'étais capable, avant juste de résumer des meetings par tranche, genre de 15-20 minutes. Puis là, j'étais capable d'en prendre de 3 heures. Donc, puis là, après ça, je me suis bâti des agents qui faisaient de multiples demandes. J'ai une vidéo sur ma page LinkedIn là-dessus, sur comment je montais mes rapports avec un agent que je me suis fait. Puis, tu sais, c'est vraiment comme si tu avais une armée de jeunes qui sortent de l'université. Donc, capable de faire des tâches pas trop complexe, pas le meilleur des jugements, mais pas si pire. Donc, toutes les tâches là, que je qualifierais de petites mains, ben tu peux toutes les donner à un AI. Puis tous les mandats que j'ai faits en entreprise, ça n'a jamais résulté en congédiement. Là. Parce que quand tu as du bon monde en qui tu as confiance, puis tu es capable d'enlever les petites tâches, ben tu es capable de prendre ton monde que tu apprécies puis de leur faire des activités à valeur ajoutée. Là. Puis n'importe qui est contre ça, ben c'est un marxisme. Écoute, je sais pas sur quelle parole on pourrait se laisser mieux celle-là de se dire, de rendre tout le monde plus productif et de tout le monde soit sur son X ultimement, c'est juste d'adopter la tech, d'adopter l'innovation. Puis c'est ça qu'on souhaite, je pense que dans toutes les entreprises, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des belles innovations et des beaux acquis qu'on peut faire grâce au AI. Écoute, David Proulx, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode. Puis moi, j'invite en fait les auditeurs à nous écrire, à t'envoyer des questions, à nous stimuler pour des prochaines capsules. Mais en fait, on va se retrouver pratiquement 1 fois par mois ou 6 semaines pour avoir toujours un nouveau contenu en Tech AI grâce à David Proulx de Bullseye AI. Merci beaucoup. Les Dérangeants sont fièrement supportés par le cabinet Blue & Chef Légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droit des affaires et des technologies.
Les dérangeants. Donc, on est de retour. Merci beaucoup à notre expert David Prou de Bullseye AI pour ce cours, ce masterclass sur l'intelligence artificielle. Et est-ce que ça vaut la peine de développer nos propres modèles à l'interne ou est-ce qu'il faut, dans le fond, utiliser ce qui existe déjà de mieux par les géants, les OpenAI, les Microsoft, les Google de ce monde qui ont déjà des milliards de ressources? Puis, en fait, plus intéressant, c'est de voir pour la PME Montréal, pour la PME du Québec, est-ce que c'est applicable demain matin? Elisabeth, moi, je veux te pick your brain, comme on dit en bon français. Est-ce que vous utilisez le AI dans le groupe Abatiello au jour le jour? Nous, on utilise le AI, c'est quand même récent, mais quelque chose qu'on utilise encore depuis quand même plusieurs années dans le groupe Abatiello au sein de la restauration, dans les opérations courantes de l'entreprise, c'est les algorithmes intelligents. Puis dis-moi si je me trompe, Il y a une différence entre les deux, là. Ben, c'est ça, hein, c'est parce que les algorithmes, c'est mathématique. Puis ça fait longtemps que ça existe. Les AI aussi, ça fait longtemps que ça existe. Moi, j'étais surprise d'apprendre que crème, ça fait tellement longtemps, puis tu sais, c'était plus behind the scenes et c'était moins accessible à monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, on était moins au courant, on était plus frileux de ça. Mais nous, les algorithmes intelligents, ça fait longtemps qu'on les utilise en restaurant parce que dans les forts moments d'achalandage, c'est toute une intelligence algorithme, si je peux dire, qui décide quelle commande va partir avec quelle commande, parce que c'est sûr que des fois, tu as des gros volumes, dépendamment des restaurants, tu sors du 200 commandes à l'heure. 200 commandes à l'heure, tu peux avoir peut-être 150 livraisons, 120 livraisons à l'heure. C'est énorme. On a 15, t'as 20... une pizza, t'as une poutine, c'est ça, c'est pas des pizzas. Ouais, des fois, c'est 3-4 items la commande, des fois, c'est juste un. Donc, ça prend vraiment... Nous, dans le temps, c'était le gestionnaire devait toujours être sur le plancher dans les moments achalandés comme ça parce que c'était lui... qui avait la map dans sa tête, non seulement de son secteur de livraison, mes livreurs sont où en ce moment, qu'est-ce qui se passe, lui, il va revenir quand, tout ça. Tout ça a été transposé, déchargé dans l'intelligence de l'algorithme. Tous les livreurs, on le sait avec les grands parties tierces là, qu'on appelle dans le monde de la restauration, DoorDash, Skip, Uber, ont amené ça plus rapidement que prévu dans le monde de la restauration en pouvant suivre ton livreur. Donc, quand c'est arrivé, c'est sûr que nous, on a fait la même chose, mais non seulement les clients peuvent suivre le livreur, mais le restaurateur peut suivre aussi son livreur et c'est nous, le temps de cuisson d'une pizza, c'est 6 minutes plus l'emballage, tout ça. Fait qu'on sait que quand un livreur est à 8 minutes du restaurant, l'algorithme le sait, il dit au cuisinier, OK, la commande que tu as préparée, mets-la dans le four, puis mets celle-là qui est rentrée 15 minutes plus tard parce qu'ils sont dans le même secteur de livraison et ils vont partir avec le livreur qui s'appelle Simon qui arrive dans 8 minutes au restaurant. Fait que ça fait que quand tu as des délais d'achalandage qui sont, c'est une bonne nouvelle, mais tu sais, on veut pas que le client attende trop longtemps non plus. Quand tu as des délais qui sont très élevés, ça fait en sorte que la nourriture arrive tout le temps fraîchement sortie du four. Donc, tu sais, des fois, si on livre un peu plus tard, versus dans le temps, il y a environ 10 ans, on préparait toutes les commandes, on mettait ça dans la tablette de livraison, le livreur arrivait, prenait la première du bord. C'était pas optimal. Peut-être qu'il y avait la commande numéro 6 avec laquelle il aurait pu partir, qui était sur son chemin. Mais maintenant, c'est tout l'algorithme qui dit quelle commande. Il y a un bassin, comme je dis, des fois, tu as plus de 100 commandes en même temps à préparer, à faire, qui sont prêtes. Il dit, OK, ces 4 commandes-là, ça part ensemble avec tel livreur qui arrive dans 8 minutes au restaurant. Nous, ça nous permet d'être une longueur d'avance sur nos compétiteurs locaux, parce que ça a coûté excessivement cher développer tout ça. Donc, ça nous permet d'être en avance là-dessus. C'est un plus pour le client qui peut suivre sa commande. Et on s'assure que même si le délai, était un peu plus long que qu'est-ce qu'on aurait souhaité, au moins la pizza arrive, là, puis c'est super bon quand même chez le client. Fait que ça nous a vraiment aidé pour les opérations courantes, l'algorithme. C'est un business case concret, puis clairement, il y a des étudiants de MBA qui vont t'appeler pour pouvoir faire leur travail de session là-dessus, parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est, tu dis, ça a coûté très cher à développer. Il n'y avait pas de solution commerciale disponible. Tu sais, dans le fond, Uber n'a pas mis son logiciel qu'ils ont développé à l'interne disponible à à Pizza Salvatore. Là. Il a fallu que vous repartiez d'un peu de zéro. Comment vous avez fait? En fait, il y avait une entreprise en Australie qui faisait ça. Donc, nous, c'est là-dessus qu'on s'est migré, mais eux, leur seul client,
était Yum Brands. Yum Brands détient Pizza Hut, KFC et Taco Bell. Donc, un de nos grands compétiteurs. Et mais ça appartenait pas à Yum Brands. Donc, c'est juste qu'eux, ils ont développé super rapidement et ça l'a donné que leur seul client était Yum Brands. Donc, ils nous ont rentré comme clients. On est parti sur une base qui était déjà heureusement quand même bien bâtie, mais ça reste que on n'a pas le même système informatique que Pizza Hut. On est au Québec, on a des MEV, on a, tu sais, toutes les provinces ont leurs propres spécifications juridiques, fiscales. Donc, tout s'adapter à ça, faire en sorte que ça rentre, ça a été extrêmement complexe. Ça a pris plus de 2 ans. Mais il a fallu s'adapter, puis ça a coûté énormément cher de pouvoir l'acquérir. Donne-nous la un licence. bracket, mettons. Là. On parle-tu de 500 000 ou on parle de 3-4 millions? Ouais. Non, pour débuter, tu sais, c'est en bas d'1 million, tout ça, mais le frais que ça coûte à chaque année, nous, on s'est dit, OK, est-ce qu'on voit le bénéfice que le franchisé absorbe ça? Est-ce que c'est un retour sur investissement qui fait du sens? Selon nous, oui. Donc, on est allé de l'avant, puis on l'a continué de développer. On continue de développer à coût de 100 000 fréquemment pour développer le logiciel super rapidement avec eux. On a un petit bug, c'est que Yum Brands a acheté le logiciel. Donc, on ne sait pas s'ils vont garder un de leurs compétiteurs comme client, mais bon. Ben, ouais, tu veux pas non plus tuer l'entreprise que tu viens d'acheter. Donc, je peux voir la dichotomie. Puis, mais tu sais, à quel point est-ce que Pizza Salvatore pour Pizza Hut compétitionne? C'est ça. Nous, on est une goutte d'eau pour eux, là. C'est ça, exact. Mais c'est super intéressant. Puis, tu sais, je veux rebondir sur ce que tu dis pour un cas personnel que je vis dans le domaine de la santé. C'est que, tu sais, nous, on utilise l'intelligence artificielle dans une de mes entreprises pour vraiment la détection de quel parcours de soins est le plus optimal. Okay. Par exemple, tu dis, bon, ben, j'ai une patiente qui a 45 ans, qui a la même génétique, qui a le même groupe sanguin, qui a les mêmes paramètres physiologiques. Elle, tel médicament, puis tel protocole a bien fonctionné. Fait qu'on est capable de faire du cross-match entre des parcours de soins de patients similaires pour prédire une chance de succès. Ce qui était un peu ce que le médecin de famille faisait à l'époque. Un médecin de famille, pourquoi c'est un médecin de famille? C'est parce qu'il disait, je connais les parents, donc techniquement, les enfants, ben, ils mangent la même chose pour le souper. Donc, ils ont la même alimentation, ils ont techniquement la même génétique. Donc, si le papa il a des problèmes cardiaques, ben fiston ou fille a peut-être des problèmes cardiaques aussi. Puis, il connaissait la famille, il était capable de venir extrapoler des données. Puis maintenant, ben vu qu'on sait ce qui arrive, c'est qu'on va tout à du sans rendez-vous, puis on n'a tout pas de médecin de famille. Ben c'est là que le AI vient être très utile pour s'interfacer dans la quantité de données. Puis puis c'est là qui, tu l'as bien mentionné aussi plus tôt, il y a une différence entre intelligence artificielle puis algorithme intelligent. Un algorithme intelligent, c'est un arbre décisionnel qui vient juste lui-même sourcer un peu sa donnée, tu sais, qui dit, bon, ben, si tu es un homme ou une femme, ben, je suis capable d'aller le chercher moi-même dans le dossier puis dans la commande ou dans le dossier patient. Mais là où est-ce que l'intelligence artificielle arrive, c'est d'être capable de vraiment apprendre de ses réponses. Oui. Puis qu'est-ce que tu vas lui dire pour l'entraîner. Puis c'est ça, Étienne, je crois que tu connais aussi Masterclass, qui est comme un Netflix, mais des sommités de ce monde de tous les domaines. Donc, tu as Serena Williams qui donne des cours de tennis, tu as Shakira qui donne des cours de danse, tu as Gordon Ramsay qui donne des cours de cuisine, tu as une multitude d'entrepreneurs, le CEO de Walt Disney, de Starbucks qui donne des cours sur grandir par acquisition, sur la négociation, de tout. Et il y a un Masterclass qui est sorti récemment que j'ai adoré, c'est sur l'intelligence artificielle. Et ce qu'ils disent, ça fait à peu près 2 semaines, je pense, que c'est sorti. C'est ça, c'est quand même récent. Je l'ai dévoré en vitesse accélérée fois 0.75, donc ça a été super rapide, en courant sur le tapis roulant. Et qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce que je crois? C'est plus tu entraînes, comme tu dis, il me dit, OK, c'est une femme, elle a tel âge, son groupe sanguin, c'est ça, et le problème, c'est soit ça ou ça. Puis si tu lui dis, le problème, c'était ça, finalement, ben lui, c'est, OK, dans ce cas-ci, c'était ça. Puis si à chaque fois que tu lui dis, finalement, c'était ça, ben il est entraîné. Puis il dit quelqu'un il va s'en rappeler. Il va s'en rappeler, puis il réfléchit. Surtout, là, c'est ça, c'est qu'il réfléchit. Puis moi, j'utilise ChatGPT dans mon quotidien depuis environ 2 mois et je me suis créé un propre GPT, elle s'appelle Sarah. Et Sarah, c'est une machine de marketing et de médias sociaux et Sarah m'aide à développer chacune des campagnes qu'on fait. Et Sarah, elle sait que si je veux répondre à un courriel, la manière dont je réponds,
parce que je lui ai dit que soit amicale et concise. Donc, si elle me fait des réponses, c'est amicale et concise. Elle sait qu'est-ce que j'aime, elle sait qu'est-ce que j'aime pas. Elle sait que si c'est pour un sujet A, la réponse va être environ comme ça. Donc, plus j'entraîne Sarah, plus Sarah me connaît et me comprend. Donc, puis ça, c'est applicable partout, là. Puis, as-tu eu affaire à un consultant pour t'aider à développer Sarah ou t'as juste suivi des Non, cours? j'ai suivi le masterclass de l'intelligence artificielle qui est hyper simple et facile à comprendre. Je sais pas si je pourrais être encore plus performante en ayant un consultant externe, mais pour le moment, je suis tellement satisfaite de qu'est-ce que j'ai appris. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quelqu'un qui est très, très bon dans son domaine, qui excelle dans ce domaine, ChatGPT sera jamais meilleur que lui. Par contre, ChatGPT va amener même ces personnes-là qui excellent déjà à réfléchir autrement, à réfléchir plus rapidement, à les lancer sur des pistes de solutions plus rapidement, tout ça. Puis ils disent, c'est important que tu partages tout avec ton GPT parce que plus que tu lui donnes l'information, plus ses réponses vont te satisfaire. Puis ça va t'aider sur les petites tâches que de toute façon, toi, tu serais pas bon que les autres choses, puis t'aider à être juste vraiment précis. Puis je pense que c'est là que je suis un techno-optimiste par rapport à notre ami Dominique Gagnon ou Philippe Lamar, qui sont des techno-pessimistes, que eux, dans leur tête, on arrive à Terminator et qu'il va falloir débrancher Skynet un jour. Moi, je pense, la raison pourquoi on a survécu à une pandémie en 3 ans et que ça a fait 10 fois moins de morts que la grippe espagnole il y a 100 ans, c'est à cause de l'innovation. Oui, c'est clair. Donc, l'innovation va, pour moi, être un peu une rédemption de l'humanité, mais bon, je ne tomberai pas là-dedans. Mais c'est là que je pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain. Ça va juste nous aider à être extrêmement meilleurs dans ce qu'on fait et nous enlever les petites tâches plates qu'on est obligé de faire. Tu dis les petites tâches plates. Dans l'exemple du masterclass, ils créent un document de vente. Donc, ils disent, je suis une start-up, je vends une application pour les voyageurs. Voici mon plan d'affaires. Voici environ le visuel. Je veux que ça soit bleu parce que c'est nocturne, voyage. Crée-moi un visuel par rapport à ça. Puis là, il dit, non, crée-moi 3 visuels différents, puis je vais te choisir lequel on s'enligne. Là, j'en fais 3. Ça prend 14 secondes. Là, il choisit, il s'enligne. C'est pas une tâche mince. Là, la personne s'en va faire un pitch pour des investisseurs qui croient en son projet. Elle le crée sur ChatGPT. Le résultat est aussi beau que n'importe quel graphiste aurait pu faire, ou même plus beau. Il te rajoute une musique, tout ça. Moi, on l'utilise... si tu vas aller sur mon LinkedIn, Étienne, ma dernière publication qui a eu plus de 150 000 de rayonnement il y a 2 semaines a été faite par ChatGPT. Le chat sort du sac. Je te le jure. Moi, j'ai envoyé, j'ai dit, voici des textes qui ont bien fonctionné pour moi. Voici mon site d'écriture. Voici le sujet dont je veux parler avec des statistiques. Fais-moi ça. Ça a pris 14 secondes. J'ai modifié, peut-être 1 ou 2 affaires. Mais ça a été fait versus moi, ça m'aurait peut-être pris quand même 10-15 minutes à réfléchir comment le tourner, que ce soit le plus optimal possible, le plus positif, tout ça. Mais si on arrive dans un... Puis l'analogie qui me vient en tête, qui est peut-être un peu boiteuse, c'est de dire les gens qui avaient un GPS dans le temps versus les gens qui n'avaient pas de GPS, là, tu te perdais, tu arrivais en retard à ton meeting. My God. Bel exemple, là, parfait. Finalement, on est obligé, tout le monde, de travailler avec un GPS parce qu'on n'a plus le droit d'être en retard. Tu sais. Fait que là, j'ai vraiment l'impression que si on veut juste être compétitif, on n'aura plus le choix là, d'utiliser ça. Puis, écoute, je lance la question aux auditeurs. Venez nous aider à réfléchir à ça. Puis, est-ce que tu vas acheter un cadeau de Noël à Sarah à Noël? Mais tu sais quoi? En plus, ils disent faut être dur envers notre GPT. Donc, pour cette raison, non. Mais ils disent faut vraiment leur dire quand ils se trompent puis qu'on n'est pas satisfait pour qu'ils le sachent et qu'ils s'enlignent correctement. Mais écoute, peut-être que Skynet va s'en rappeler quand ils vont prendre le monde et que le pouvoir. Ils vont te punir. Écoute, la discussion de cette semaine, en fait, avec le AI, met vraiment la table pour la start-up de la semaine qui s'en vient. Où est-ce que cette semaine, on va recevoir Adrienne de Eva, qui fait écho avec, dans le fond, nos vies personnelles à toi et moi, Elisabeth. Hein, des vies de parents, de jeunes enfants. Occupés. Horaires chargés, Comment qu'on peut intégrer le AI pour nous aider là-dedans. L'entrevue a été tournée plus tôt cet été avec Carlo Coccaro, qui était notre ancien dérangeant, qui s'est entretenu dans nos anciens studios, et on écoute ça à l'instant. Les dérangeants! Les dérangeants. C'est le moment de la Startup de la semaine présentée par Startup Montréal. Et je suis avec Adrienne Young de Eva. Salut Adrienne. Salut. Dis-moi Adrienne, qu'est-ce que fait Eva? Eva, c'est une plateforme de gestion de vie. Donc, on aide monsieur, madame, tout le monde à gérer leur quotidien
avec toutes les informations Les tâches, les tâches, toutes les to-do. les affaires de contact du plombier, les rendez-vous des enfants, les rendez-vous chez le docteur, tous les petits trucs auxquels on est tous confrontés au jour le jour. Est-ce que le plus gros pain visé, c'est la charge mentale? Oui, c'est notre mission. On vise à alléger la charge mentale, qui, on le sait, est principalement quelque chose auquel sont confrontées les femmes. Sexisme ici. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, oui. Et comment votre plateforme réussit à faire ça? Tu sais, Oui. une fois qu'on a le numéro du plombier dans une base de données, c'est une chose, mais concrètement, comment Oui. est-ce que la plateforme réussit à faire ça? Fait que ce qu'on a fait, en fait, c'est on a pris la technologie et l'innovation auxquelles on est habitué au travail. Au travail, on a plein d'outils, Salesforce, Asana, tout ce qu'on veut, des trucs qui sont vraiment puissants, mais on n'a rien de même à la maison. C'est vrai. Puis j'ai pas compris pourquoi. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de créer quelque chose qui a vraiment de la puissance et qui peut aider monsieur, madame, tout le monde dans la vie de tous les jours. Et à quel point la bourse de Startup Montréal va vous aider à développer ça? Ah, ça a été vraiment super important. Ça nous a permis d'embaucher quelqu'un d'autre. Ah oui, hein? Oui, 2 mois à l'avance, plutôt. OK. Puis on le sait, dans les entreprises de technologie, c'est ce qui est le plus important, Ouais, c'est ça le va talent. Oui, ça va vite. Et l'entreprise s'adresse, que c'est une clientèle B2C, donc c'est le parent lambda ou la personne lambda dans son salon qui va s'abonner, ou Oui. c'est par exemple un modèle de type programme d'aide aux employés là, offert par l'employeur Ouais. ou l'assureur? Super bonne question. En fait, donc, on est une entreprise B2C, mais notre stratégie se concentre principalement sur le B2B2C. Donc, on a OK. énormément de compagnies qui sont venues nous voir ils veulent aider les employés avec le work-life balance, la charge mentale et justement offrir IVA comme bénéfice d'aide aux employés. On a même des hypothécaires ou des banques, des compagnies d'assurance qui veulent pouvoir offrir IVA pour de là pouvoir offrir un meilleur service. Ah oui, hein, à leurs clients? Oui. Oh, OK, c'est intéressant. Oui. Puis où est-ce que vous aimeriez être dans 10 ans? C'est quoi votre coupe Stanley, là, tu sais, l'ambition? Là? Dans 10 ans, chaque maison a IVA. On aide toutes les maisons en Amérique du Nord à gérer leur vie de façon facile et puissante. Très cool. Adrienne Young d'IVA, merci beaucoup. Merci à toi. Les dérangeants. Donc, merci beaucoup à Adrienne de Eva de s'être prêtée au jeu des dérangeants et d'être venue nous présenter sa startup. C'est super intéressant. Donc, question pour toi, Elisabeth. Est-ce que tu penses que tu aurais besoin de ce genre d'outils-là à ton quotidien? Ben, qui n'a pas besoin d'un outil pour lui simplifier la vie? Par contre, je suis pas certaine que j'ai bien compris la différence entre ce qu'elle propose et la différence avec mon agenda. Dis-moi, Étienne, as-tu 2 agendas? As-tu un agenda professionnel et personnel? J'ai 6 agendas. En fait, j'ai 6 Oh my adresses God. courriel, mais c'est tout centralisé. Puis c'est là Sur que, un. sur une place, et j'ai tout fait un merge. Ouais. Fait que c'est peut-être là que je comprends que pour des gens qui sont moins techno-friendly, Ouais, Eva c'est vient peut-être- être utile, mais je me demande, Exact. comme tu dis, est-ce que, tu sais, elle a créé des simplifications pour les gens qui ont pas envie d'avoir le bordel de tout mettre à la même place. Mais des gens qui sont pas techno, est-ce qu'ils vont être attirés vers Eva? Moi, avant, j'avais 2 agendas, un professionnel, un personnel. J'ai dit, ça marche pas. Quand je prends une décision, si je peux faire quelque chose jeudi soir, est-ce que mes filles ont des cours de danse? Tu sais, je dois le voir à mon agenda. J'ai tout mergé ensemble. Et donc, c'est ça, je vois tous mes rendez-vous professionnels et personnels. Et si je veux le numéro de téléphone du dentiste, ben, je vais dans mes contacts et je fais dentiste. Je pense qu'en simplifiant la vie, on veut le moins de choses possibles pour avoir accès à toutes nos choses. Donc, c'est là que je sais pas. Comme tu dis, peut-être que Eva, c'est pour des personnes qui sont moins technophiles. Par contre, si tu es moins technophile, est-ce que tu vas aller vers une application ou un site web comme ça ou tu vas rester avec un agenda papier, des choses comme ça? Donc, je me pose la question, voir... puis c'est peut-être juste son pitch que j'ai pas compris à quel point ça pourrait bien m'aider. Mais c'est un bon point parce que, en fait, l'entrepreneur se présente super bien. Le Ouais, pitch, vraiment. elle s'exprime. On voit qu'elle S'exprime est très bien. elle-même. Le problème est clair. Le problème de la parentalité et l'agenda fucked up est vraiment réel. Mais je te rejoins vraiment de dire, est-ce qu'on va ouvrir une app pour quand on est déjà débordé? Donc, c'est ça. là que le product market fit, pour moi, devient un peu plus compliqué. Puis j'essaie de trouver une analogie. Tu sais, c'était Facebook qui avait développé Marketplace. Puis Oui. il avait développé au début 2 apps. Il avait développé l'app Marketplace, puis il s'est rendu compte que les gens allaient pas sur Marketplace si c'était Oui. pas à l'intérieur de Facebook.
Exact, oui. Là, Messenger est à l'extérieur pour des raisons purement, en fait, de codage. Où est-ce que parce que Messenger était une acquisition de Facebook, de Meta. Même chose pour WhatsApp. Mais sinon, je pense que Facebook aurait voulu que Messenger soit à l'intérieur de la même app pour que les gens retournent le plus souvent possible. Ouais. Fait qu'il y a cette barrière-là que Est-ce que Eva serait un feature ou add-on de Outlook? Est-ce que ça serait peut-être plus c'est ça, si c'est facile? Intégré, mais c'est ça encore là, en tant que jeune parent occupé, on veut toujours que ce soit le plus simple possible. Donc, si c'est intégré à quelque chose qui existe déjà et que ça nous facilite la vie, ben il faudrait que ce soit intégré à son pitch pour qu'on le comprenne dès le premier instant. Ben, écoute, on se rejoint complètement là-dessus, mais on lui souhaite bonne chance pour la suite, puis on va les suivre. Un peu comme les dragons qui s'amusent à suivre les startups plus tard. Donc, on fera peut-être une saison de où sont rendus nos gradués. Mais Elisabeth Abatiello, merci beaucoup de t'être joint cette semaine. C'était super intéressant. Merci, c'était le fun. Ouais, j'adore. Je me doutais tellement pas qu'il y avait autant d'algorithmes et de AI dans la restauration. C'est fou, hein? Tu sais, c'est un domaine vieux comme le monde, très, très simple aussi. Ben, c'est pas si simple que ça, mais vu de l'externe, les gens, la restauration, c'est comme le easy way de te lancer en business, si je peux dire. Mais c'est hyper compétitif, donc il faut être hyper performant. Donc, ça, c'est vrai. Mais j'allais pas dire que c'était la easy way, mais c'est sûr que je m'étais préparé 3-4 jokes de baby boomer sur la vieillesse du secteur, mais je les ai pas faites finalement parce que vous êtes vraiment à jour et dans les bonnes pratiques. Donc, écoute, on se voit pour un prochain épisode des Dérangeants très bientôt. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Ajoutez-nous sur votre wishlist. Allez voir notre chaîne YouTube également pour les épisodes. On est toujours en vidéo et on a sur le site web lesdérangeants.com, on a plein de ressources sur la section membres. Donc, c'était Étienne Crevier qui vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode des Dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!